Voilà. Impeccable. Tout est en place. Vous voyez mon écran? Yes. Yes, Yes. très bien. Bon. C'est parti. Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bastien. Je suis à Théodo depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet que j'ai eu l'occasion de mener récemment, à savoir une connexion custom avec Trello à partir d'une stack serverless. Alors déjà, pour vous donner un peu de... C'est bon, j'aurais passé ça, parfait. Déjà, pour donner un peu de contexte, Scramble, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste un jeu de mots bizarre entre Scrum et Crumble. C'est un outil qu'on utilise à Théodo qui nous permet d'automatiser toutes nos tâches Scrum quotidiennes. Et on en a pas mal. Par exemple, on trace tous les jours une burden chart pour donner de la visibilité à nos clients et savoir un petit peu comment on avance par rapport à notre sprint. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question, point qui n'est pas clair, sur lequel vous voulez que je revienne. Si vous n'êtes pas familier avec la méthode ou quoi que ce soit. Ça nous permet de calculer du coup ce qu'on peut en faire pendant le sprint et aussi de générer un mail de reporting automatique pour nos clients. Comme ça, nos clients sont super contents, ils savent tous les jours où on en est et s'il y a un problème, on peut leur remonter tout de suite. Le fait que ce soit automatisé, ça fait aussi gagner énormément de temps à l'équipe de dev. On arrive à faire tout ça en même pas 5 minutes, alors que s'il fallait le faire manuellement, on en aurait pour facilement une vingtaine de minutes. Du coup, une des features super importantes de Scramble et qui m'amène à vous faire ce Rex aujourd'hui, c'est sa connexion à votre compte Trello. À Théodo, on utilise Trello pour gérer tous nos projets, à peu près tous nos projets. Certains utilisent Jira, mais la plupart c'est Trello. Et du coup, c'est vraiment la golden source qui nous permet de savoir du coup l'avancement de notre projet ou de notre sprint. Le problème avec Scramble, c'est que c'est un outil qui a vieilli. Déjà, je pense que vous voyez l'image ici. Vous reconnaissez le bon vieux matériel d'AngularJS. On a perdu pas mal de connaissances sur l'outil, vu que le développeur qui a commencé à développer est parti de Théodo avant même que moi j'arrive, alors que ça fait 2 ans que je suis là. Du coup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et on a pas mal de legacy, avec une stack sur laquelle les gens ne savent plus trop développer, à savoir AngularJS et Loopback. Et surtout, c'est une stack qui ne fait pas trop rêver et personne n'a envie de développer dessus. Du coup, ça nous amène plusieurs problèmes. Déjà, on est incapable de réparer certains bugs. On a aussi quelques soucis de sécurité. Enfin, on a réparé les derniers. Mais le problème, c'est que pour le réparer, on a littéralement dû supprimer une feature, ce qui n'est pas très intéressant. On ne savait pas comment la sécuriser, donc du coup, on ne connaissait plus suffisamment bien la stack pour la sécuriser, du coup, on a dû la supprimer. Et on n'est pas capable d'ajouter une nouvelle feature alors que certains utilisateurs nous en demandent. Du coup, on s'est dit qu'en fait, on avait besoin d'une migration vers une V2. Alors, quel stack on a choisi pour cette migration? On a choisi de partir sur du serverless, et plus particulièrement sur ce que propose AWS. Alors pourquoi on a fait ce choix? Ça matche pas mal avec l'usage en fait, parce que comme je l'ai dit, c'est essentiellement pour faire du reporting avec nos clients, et du coup ce reporting, on le fait le matin quand on commence notre journée. Donc du coup, on n'a pas besoin d'une machine qui tourne toute la journée, et l'avantage avec AWS, c'est qu'il démarre des machines quand on en a besoin. C'est pas mal d'un point de vue environnement parce que du coup, au lieu d'avoir une machine qui tourne, toute la journée alors qu'on n'a pas besoin, du coup, on évite de gaspiller de l'énergie et c'est cool pour la planète. Théodo veut se positionner sur cette stack, donc du coup, c'est une occasion de monter en compétence pour les gens et ensuite de générer du business. Et plus personnellement, j'avais bien envie de découvrir cette stack et du coup de monter en compétence dessus. Du coup, maintenant, on va attaquer la partie qui nous intéresse, à savoir la connexion à Trello. Du coup, j'ai laissé le schéma barbare parce que ça m'a fait un peu peur quand j'ai attaqué quand j'ai attaqué la mise en place de cette authentification. Vous allez voir que ça se fait assez bien et voilà. Du coup, pour se connecter à Trello, on a besoin d'utiliser OAuth 1.0, qui est un protocole d'échange de tokens, et vous allez voir comment j'ai mis ça en place. Du coup, l'implémentation, les technos que j'ai utilisés, il y a le Serverless Framework, du coup, qui est un framework qui va vous permettre de définir en fait toute votre infrastructure
dans un fichier YAML, on parle d'infrastructure as code. C'est un outil super puissant, on va le voir. Ça nous permet de gagner énormément de temps et d'éviter d'aller dans la console AWS, qui n'est pas toujours très clair. Et c'est quand même plus simple à utiliser que CloudFormation. On va aussi utiliser DynamoDB, qui est une base de données non relationnelle. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. On utilise aussi Node.js, mais ça, on en parlera moins, et TypeScript. C'est des technos qu'on maîtrise bien à Todo, et du coup, je ne voulais pas non plus partir sur un langage complètement nouveau, en plus de me lancer dans du serverless. Du coup, commençons par définir les briques qu'on va utiliser. Je vais commencer par vous montrer les briques qu'on va utiliser pour faire notre authentification. On va commencer par utiliser Lambda. Alors, qu'est-ce que c'est une Lambda? Une Lambda, c'est un service AWS. On parle de fonctions de service. L'idée derrière, c'est que ça va être globalement un script en Node.js, ici, qui va permettre d'interagir de faire une interaction entre plusieurs services AWS et un front, comme on va le voir. Et voilà. Du coup, les lambdas sont aussi appelables par d'autres services AWS. Du coup, je vous parlais à l'instant du framework serverless. Voilà comment on définit une lambda très basique. Là, on a juste une route get avec un login et pour le login et sans paramètres. Mais excusez-moi, une route get pour lancer l'authentification. Voilà. Du coup, comme je vous disais, le framework est très puissant puisqu'en quelques lignes de code, on va pouvoir créer cette lambda. Autre outil qu'on va utiliser, c'est API Gateway. Du coup, API Gateway, c'est elle qui va être globalement, comme son nom l'indique, chargée de gérer les routes de l'API. Et c'est elle qui, en fonction de la route à laquelle on va vouloir accéder, va être chargée d'actualiser une lambda. D'appeler une lambda. Du coup, j'ai fait un schéma de structure globale de la partie authentification. On y reviendra à la fin, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair quand je vous aurai montré toutes les parties, mais globalement, il faut se souvenir qu'on va utiliser deux lambda, une DynamoDB et l'API Gateway qui va communiquer, qui va gérer la connexion aux différentes lambdas. Oui, petit point. Là, on est en train de gérer une authentification avec un service tiers. Et on va avoir deux données qu'il va falloir stocker dans AWS. Et il va falloir faire en sorte qu'elles ne soient pas accessibles, puisque c'est des secrets en fait. C'est eux qui vont nous permettre de nous authentifier auprès de Trello quand on va essayer de loguer un utilisateur. Du coup, on a cette Trello key et ce Trello out secret qu'il va falloir sauvegarder. AWS nous offre deux options pour le faire. On a d'une part le Secret Manager. Secret Manager est assez cool. On y accède, les deux solutions sont assez cool. On y accède via une API pour chaque. La grosse différence se fait d'une part au niveau du prix. Le Secret Manager est assez cher. On paye pour stocker un secret dedans. On paye au call API. Donc, du coup, à chaque fois qu'on essaie d'accéder à un secret, on a quelques features additionnelles qui peuvent être intéressantes dans certains cas. C'est moins le cas ici, notamment la rotation de password. Ici, ça ne va jamais être le cas puisque c'est des clés qui nous sont données par Trello. Le second choix, celui pour lequel j'ai opté, au moins dans un premier temps, c'est le Parameter Store, du coup qui est moins cher, mais qui souffre d'une limitation à l'usage, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas aller, si ma mémoire est bonne, à plus de 1000 calls par seconde, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc, dans un premier temps, on va partir sur ça. Les deux permettent de chiffrer le secret, donc du coup, de faire en sorte qu'il ne soit pas accessible en clair à n'importe qui. Du coup, voilà, on est parti sur le Parameter Store. Donc, du coup, la première étape pour faire notre authentification, ça va être de récupérer un request token qui va nous permettre de rediriger l'utilisateur vers la page d'authentification Trello. Du coup, le front va rediriger l'utilisateur vers une lambda. Cette lambda va ensuite faire une requête à Trello pour récupérer le token et son secret. On va ensuite les sauvegarder dans une DynamoDB. Du coup, DynamoDB, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une base de données non relationnelle. Du coup, voilà sa structure. J'ai repris tel quel le schéma d'explication d'AWS parce que on ne va pas non plus rentrer à 100% dans le fonctionnement d'une DynamoDB.
Ça demanderait une formation en soi. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on a une primary key qui est composée en fait de 2 clés. Du coup, la partition key qui va être un ID et qui doit être généré plus ou moins aléatoirement, et une sort key qui va nous permettre de une classification supplémentaire. Voilà. Et les entrées dans la base de données, ça va être ce qu'on appelle des items, et ces items vont avoir en plus de cette primary key des attributes. Et ces attributs, ça peut être absolument n'importe quoi. C'est pas obligé que 2 items aient les mêmes. On peut vraiment choisir d'y mettre un petit peu ce qu'on veut. Du coup, voilà. Vu qu'on a récupéré notre request token et notre secret, comment on va sauvegarder ça dans notre Dynamo? Du coup, on va lui donner ce format. En primary key, partition key, on va utiliser le request token, et en sort key, on va utiliser une valeur constante, request, pour pouvoir récupérer facilement nos données. Vous allez voir que plus tard, on va juste avoir accès au request token pour récupérer notre valeur. Ce request token est généré par Trello et est unique, donc ça ne va pas poser de problème. On stocke aussi le secret parce qu'on en a besoin, et on ajoute aussi un expiration time. Pourquoi? En fait, DynamoDB a une feature qui est vraiment trop cool pour notre cas d'usage. On peut définir pour chaque entrée un time to leave. En gros, c'est une date d'expiration. On peut dire qu'au bout de tel temps, cette entrée va être supprimée. Et ça va nous être super utile parce que du coup, quand on essaie d'authentifier un user, s'il s'interrompt au milieu du process d'authentification, en fait, on n'a pas envie d'avoir des tokens qui traînent dans la base de données et qui n'ont plus moyen d'être utilisés plus tard. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a sauvegardé cette donnée dans le DynamoDB, on retourne une redirection à notre utilisateur. Et notre utilisateur va être redirigé vers Trello avec la clé Trello et le request token dans l'URL. Du coup, c'est la fin du boulot de la première lambda. L'utilisateur aboutit sur cette page où en gros Scramble lui demande est-ce que tu es d'accord pour que Trello lui demande est-ce que tu es d'accord pour que Scramble accède à Trello. Et donc du coup, on va revenir à notre schéma. On est arrivé ici, on a fait tout le premier process, alors le client qui est redirigé par la pivote sur la première lambda, on sauvegarde le request token dans la Dynamo, et on est redirigé sur Trello. Maintenant, normalement, si l'utilisateur est d'accord pour utiliser Scramble, il va accepter l'autorisation Trello, et donc du coup, il va être redirigé vers la seconde lambda. Voilà. Dans la redirection, on va récupérer les request token et un nouveau token qui est le hot token. On va voir à quoi il va nous être utile par la suite. Du coup, on va retourner dans la DynamoDB pour récupérer notre secret. On peut le faire puisque, comme on l'a vu juste avant, on a le request token qui est repassé dans la redirection. Et maintenant, on peut interroger Trello avec notre secret et notre hot token pour récupérer notre access token. Et du coup, maintenant, on va sauvegarder notre access token dans la base de données et faire une redirection vers notre client front. Du coup, maintenant, il va falloir finaliser la connexion. Et malheureusement, comme on était sur une lambda, le seul moyen de communiquer un token à notre front, ça va être de le faire dans l'URL. Ce qui est assez dangereux parce que du coup, ce token va être visible en clair dans l'URL, et c'est notre moyen d'authentifier l'utilisateur. Du coup, en fait, on ne va pas faire ça. On va utiliser ce qu'on appelle un one-time token. Donc du coup, c'est un token qui va être utilisé une seule fois, qui va juste servir à faire la redirection, et du coup, qui va être retourné à une autre lambda, qui va du coup se charger de le supprimer de la base de données, et par contre de donner à l'utilisateur un token que cette fois il va pouvoir conserver et qui n'aura jamais été exposé. Voilà. Donc du coup, ce qu'on a sauvegardé en fait avec l'access token, c'est surtout ce one-time token. Et donc du coup, on a gardé une structure qui est analogue à ce qu'on avait avant, avec le one-time token en partition key, en sort key, une constante, et toujours en expiration de time, et l'access token qui va nous être utile par la suite.
Du coup, on a ajouté cette troisième lambda qui va être chargée et de faire le ménage dans la DynamoDB pour supprimer ce runtime token et de retourner un cookie à notre utilisateur pour valider son authentification. Voilà. Du coup, ça va être le job de cette lambda de faire l'échange entre ce runtime token et le cookie. Petit rappel du coup sur les cookies. Là, en l'occurrence, on utilise un cookie parce qu'on n'a pas envie qu'il soit utilisé par le front. Donc, du coup, on fait en sorte qu'il soit HTTP-only. Ça évitera qu'il soit, en fait, que le front puisse y accéder. Et du coup, ça évitera qu'en cas de faille XSS, un attaquant puisse récupérer ce cookie et se connecter en tant qu'utilisateur. On rajoute le paramètre secure, c'est important pour juste échanger le cookie sur des connexions sécurisées, et SameSite parce qu'on n'a pas envie que le cookie soit utilisé ou récupéré par un autre site que le nôtre. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut créer notre utilisateur en fetchant les données depuis Trello, puisqu'on a l'access token maintenant, et donc du coup, on a récupéré toutes ces données et on les sauvegarde dans la base de données avec cette fois un utilisateur final, avec en partition key un user ID, en sort key toujours une constante user, et le cookie pour nous permettre de pouvoir faire un lien entre user et cookie et toutes les données relatives à l'utilisateur. Du coup, maintenant, on a réussi à s'authentifier. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire, enfin, ce que nous permet AWS en termes d'autorisation custom. Du coup, on a vu tout à l'heure que l'API Gateway, c'était elle qui était responsable d'appeler les lambdas en fonction de l'URL à laquelle on essaie d'accéder. Mais on peut faire autre chose avec une API Gateway, à savoir, on peut utiliser un custom authorizer, on va rester sur l'anglais, qui va être lui-même une lambda et qui va nous permettre de vérifier si l'utilisateur qui essaie de se connecter à ce moment-là a le droit d'accéder à la route à laquelle il essaie d'accéder. Du coup, ce Custom Authorizer, excusez-moi, c'est un outil qui est relativement puissant, donc même très puissant, puisqu'il va nous permettre de vérifier si l'utilisateur est authentifié, à savoir s'il est bien logué avec Trello, de savoir si l'utilisateur a l'autorisation d'accéder à la ressource à laquelle il essaie d'accéder. Du coup, là, par exemple, on parle de est-ce qu'il a le droit d'accéder aux données qui sont liées à un certain board Trello, et ça va aussi faire office de middleware, à savoir qu'on va pouvoir ajouter du contexte à notre requête et donc pouvoir, pouvoir faciliter le travail de la lambda derrière sans avoir de duplication de code. Du coup, on a deux grands types d'autoriseurs. Le premier se base sur un token, à savoir qu'on lui spécifie un seul header à utiliser, et il va juste se contenter de récupérer cette valeur et de la traiter. Un deuxième qui est plus complexe à utiliser, c'est le request, à savoir qu'on récupère un objet, cet objet-là, que j'ai pas détaillé complètement parce qu'il y a encore beaucoup plus d'entrées, mais du coup ça va nous permettre d'être beaucoup plus fin dans notre autorisation et surtout, dans notre autorisation. Voilà. Du coup, ah oui, second petit point sur la DynamoDB, on a vu tout à l'heure que du coup, on pourrait récupérer nos items en se basant sur la primary key, à savoir la partition key et la sort key. Or, ici, on se rend compte que notre cookie, en fait, c'est pas notre partition key, c'est ça. Du coup, on ne pourrait pas récupérer l'utilisateur comme ça, et on n'a pas envie d'utiliser ce cookie comme user ID parce que le cookie, on a envie de pouvoir au besoin l'envalider sans pour autant complètement perdre la trace de l'utilisateur. Du coup, pour faire ça, DynamoDB a un outil qui s'appelle un Global Secondary Index qu'on peut définir, qui en gros consiste à changer la partition key avec un autre attribut. Ici, en l'occurrence, on fait un switch entre notre user ID et notre cookie, et donc du coup, à partir du cookie, on va pouvoir récupérer tout notre user. Voilà pour le second point sur la DynamoDB. Du coup, maintenant, revenons à notre authorizer custom. Il attend une réponse, enfin l'API Gateway attend de cet authorizer une réponse assez spécifique. Du coup, voilà globalement l'objet qu'il attend. Donc, on va voir les champs dont il a besoin. Le principal ID, déjà, en fait, ça, c'est juste un ID qui va permettre à l'API Gateway de savoir exactement qui a fait quoi. Donc, du coup, là, le plus simple, c'est d'utiliser l'user ID.
Le contexte dont je vous ai déjà parlé dans le cadre du middleware, là, globalement, c'est un élément supplémentaire dans lequel on va pouvoir ajouter un petit peu tout ce qu'on veut. Ici, par exemple, on va injecter directement l'access token pour éviter qu'à chaque fois, ce soit la lambda qui aille, enfin, qu'on ait une seconde lambda qui aille chercher l'utilisateur. C'est pas utile ici. Et la seconde partie, c'est et la dernière partie qui est la plus importante, ça va être la policy document. Du coup, cette policy document, c'est une. Attends, on va rester sur ça pour l'instant. Ça va être une IAM policy, donc du coup, c'est l'outil qui permet d'autoriser l'appel au service AWS. La version est juste là pour spécifier en fait, quelle version est utilisée. Ce qui nous intéressait, c'est plus tout ce qui est dans la partie statement. Du coup, on a vu que c'était une IAM policy. En fait, le statement va faire office d'une autorisation ou non liste. Donc, du coup, dans ce statement, on va retrouver ce genre d'objet. On va avoir une action. Ici, en l'occurrence, on essaie juste d'activer des lambdas. Donc, du coup, la seule action qui nous intéresse, ça va être execute API invoke. Donc, du coup, qui va nous permettre d'invoquer une lambda. L'effect, ici, ça va être allow. On pourrait interdire, mais en fait, là, en l'occurrence, il faut vraiment donner l'accès. Donc, du coup, on va utiliser que allow ici. Et la ressource. Alors, la ressource, ça partie un peu de chi. C'est l'ARN, c'est ce qui permet en interne à AWS d'identifier ses services. Du coup, c'est le point assez, comment dire, dangereux ici, à savoir que AWS accepterait qu'on utilise une wildcard, à savoir qu'on mette étoile, donc du coup ça veut dire je t'autorise l'accès à toutes mes ressources. Mais le problème c'est que du coup, une fois qu'on est authentifié, l'attaquant va pouvoir activer toutes ses ressources. Et donc ça va lui permettre de faire absolument n'importe quoi. On n'a absolument pas envie d'arriver à cette situation. Donc du coup, c'est important de définir vraiment, enfin de whitelister les ressources auxquelles on a envie que l'utilisateur ait accès, une fois qu'il a réussi à passer l'autorisation. Du coup, on vient de voir un petit peu comment on peut faire tous les points qu'on avait abordés au début quand j'ai commencé à vous parler d'un autorisateur custom. Du coup, l'authentification, c'est simple. Il suffit de vérifier que le cookie qu'une donne l'utilisateur, déjà s'il existe, et ensuite s'il y a bien un utilisateur dans la base de données qui y correspond. La partie autorisation, là, il va falloir vérifier que l'utilisateur a le droit d'accéder au projet auquel il essaie d'accéder. Et en fait, ça, c'est Trello qui va nous dire, puisque nos projets vont correspondre à un board, et il faut vérifier avec Trello s'il a le droit d'accéder à ce board. La partie middleware, on l'a vu, on peut injecter l'access token à l'intérieur du contexte. Et là, on commence à se dire qu'en fait, la partie autorisation, ça va être un carnage en termes de perf, parce que en fait, on se retrouve à envoyer une requête, on se retrouvera à envoyer une requête Trello à chaque route. En fait, le système de custom authorizer a un cache, et ça, c'est vraiment trop cool. En gros, quand on définit un authorizer, donc du coup, ça, c'est la façon dont on définit un authorizer en serverless, on peut spécifier deux champs. Identity source qui en gros va être le champ qui va servir à définir le cache, à savoir que toutes les requêtes qui vont avoir le même cookie et le même project ID vont tomber sous ce cache, et un temps en seconde, j'ai mis 3600, c'est la longueur maximale. En gros, ça veut dire que pendant 1 heure, l'utilisateur va va une première fois faire le check dans l'autorizer, et une fois que ce sera fait, ce sera ce résultat qui est gardé pendant 1 heure. Euh, voilà. Du coup, ça va nous éviter de contacter Trello à chaque fois qu'on essaie d'accéder à une route. Et voilà le code entier d'une lambda en serverless avec l'autorizer. On se rend compte que, et on a un petit project ID qui se balade, on se rend compte que c'est pas très long, et c'est vraiment pour ça que je disais que le serverless framework et le framework serverless, excuse-moi, est super puissant. Du coup, ceux qui connaissent un petit peu AWS se sont peut-être demandé pourquoi on n'utilisait pas Cognito. Ceux qui ne connaissent pas Cognito, en gros, c'est un système d'authentification d'un AWS qui permet de se brancher à pas mal de SSO comme Google, Facebook, j'ai plus la liste exacte en tête, Amazon, bien sûr. Alors, du coup, pourquoi j'ai pas utilisé? Déjà, c'est pas possible de se loguer avec Trello. Donc, du coup, j'étais déjà obligé de faire toute la première partie, d'implémenter toute la première partie d'échange de tokens avec Trello.
La seconde raison pour laquelle je ne l'ai pas encore utilisé, c'est pour ça que c'est un point d'interrogation, c'est que je ne sais pas trop si on veut vraiment persister nos users. La grosse question, comme je vous l'ai dit, c'est on veut envoyer un mail de reporting tous les jours. Alors on a 2 options. Pour l'instant, on utilise Gmail, donc du coup l'utilisateur se log en plus dans Gmail pour autoriser l'envoi de mail. Mais AWS propose aussi un service d'envoi de mail. Donc du coup, si on veut utiliser le service d'envoi de mail, on utilisera très probablement Cognito. Et si on reste sur Gmail, c'est pas forcément nécessaire. Et vous avez vu dans tous les points qu'on a abordés précédemment, Cognito n'est pas nécessaire. Du coup, pour résumer, on a vu les briques basiques qui permettent de construire une API avec AWS. Je trouve ça trop cool quand je l'ai fait. J'espère que ce que je vous ai montré vous a donné envie d'essayer. On a aussi vu comment on peut construire un custom authorizer et tout ce que ça nous permet, c'est vraiment un outil super puissant et qui permet de faire pas mal de choses, notamment la partie middleware qui est vraiment très utile. Et on a aussi vu que, même si on passe en serverless, il y a toujours un certain nombre de règles de sécu qu'il fallait continuer d'utiliser. Et donc, du coup, il fallait toujours rester vigilant sur tous ces points. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions. Tu as dit que, j'ai une petite question, tu as dit que Cognito, ce serait pas nécessaire, Ouais. mais du coup, est-ce que ça serait utile? Est-ce que utiliser Cognito, ça serait finalement moins lourd en termes d'implémentation et en termes de... Ouais. Non, en fait, comme j'ai dit, en fait, on peut pas se loguer avec Cognito sur Trello. Donc, du coup, il y aurait toute la partie récupération de tokens de Trello pour pouvoir accéder aux ressources de Trello. Je ne sais pas si je viens répondre à ta question. D'accord, ok, d'accord. Ok, ok. Parce que du coup, il faudrait un peu gérer une deuxième authente, quoi, si tu voulais C'est utiliser ça. Cognito dans ton cas. Mm. Ouais. D'accord. Comme je disais à la fin, Cognito, ça répond à un deuxième besoin, c'est si on a envie de persister de données utilisateurs. Là, pour l'instant, on a le même fonctionnement que dans le Scramble actuel, à savoir que le seul login que tu as, c'est avec Trello. Et en fait, tu sauvegardes des données pour les projets, mais tu sauvegardes aucune donnée pour toi. Et du coup, il faut voir si on en a besoin ou si on veut utiliser un service AWS un petit peu touchy comme Très l'envoi de mail. clair. Très clair. Très clair, merci. Salut Bastien, Mm. merci pour la formation, c'était très cool. J'ai une question. J'ai l'impression que je la pose à chaque fois qu'il y a une formation sur du serverless, mais du coup, tu as développé tout ça. Et ma question, c'est comment tu as fait pour développer ça dans ton environnement local? Genre, si jamais tu peux me donner une réponse assez précise, genre en fait, tu vois, genre, est-ce que tous tes services, enfin tous tes lambdas, elles ont été répliquées dans un environnement de dev? Le fait que tu aies utilisé plusieurs services AWS, est-ce qu'ils ont tous été répliqués en local ou alors est-ce qu'il y avait des versions de dev qui ont été spawn justement pour que tu puisses tester la, l'authentification avec Trello en local, comment tu as pu tester tout ça quoi. Ok. Ouais, en fait, c'est la V2 de Scramble. Elle est clairement pas à prod, donc du coup, je n'ai pas d'environnement séparé entre prod et autres. Donc du coup, on peut plus ou moins considérer que je dev en prod, mais bon, dans la mesure où j'ai pas de prod, ça n'a pas d'impact. Mais par contre, effectivement, rien en local. Du coup, à chaque fois que je fais une modif, je dois déployer. Déployer toute lambda, à l'heure actuelle, ça doit me prendre à peu près 1 minute. Si j'en déploie une seule, on tombe à moins d'une dizaine de secondes. Ça va quand même assez vite. Donc du coup, ça te permet de tester. En fait, c'est le hot reload d'une grosse appli. C'est pas. En termes d'expérience de dev, ça m'a pas vraiment posé de problème. Mais effectivement, j'ai rien local. Ouais, tu développais directement dans ton environnement quoi, dans ton C'est ça. environnement de. Mm. Ok. Tu mettais directement sur ta machine, enfin sur ta machine. Pas vraiment du coup, Ouais. mais Enfin, le front est sur ma machine. Le back, par contre, est sur AWS. ok. Ok. Tu avais ton front en local et tu tapais directement comme si c'était dans un environnement de prod. C'est ça. Et du coup, donc d'avoir fait ça, si jamais tu essaies de mettre dans la peau d'une application un peu plus grosse, pas juste de gérer une authentification,
enfin, ça poserait pas problème justement de de pas pouvoir avoir un environnement en local qui n'est pas ta prod, enfin, ou ton staging. Enfin, est-ce que tu vois des Euh, solutions En fait, il faut que chaque utilisateur ait son dev, enfin, ait son environnement de dev, effectivement. Tu peux pas t'amuser à déployer sur staging à chaque fois, sinon, s'il y a deux utilisateurs qui développent enfin deux utilisateurs, pardon, deux devs qui travaillent en parallèle, chacun va déployer sa lambda et potentiellement ça va te casser les choses. Donc du coup, effectivement, il faut que chaque utilisateur ait son environnement de dev. Il n'y a pas il y a pas de recommandation de AWS sur comment faire en sorte pour développer une architecture de serverless. J'avais commencé à Ça va. regarder, il me semble que c'est celle-là, justement, que tous les développeurs aient leur environnement de développement. Ok, ok. Donc c'est pas de réplication locale, quoi. On laisse tout chez eux, Non, quoi. c'est ça. Ok. Ça pose aussi la question pour les Bah, tests, c'est un petit peu plus compliqué, parce que du coup, il te faudra un environnement de test. Et ouais. ok, ok. Bah, merci, ça m'éclaire un peu sur l'expérience de dev en serverless. Merci. D'autres questions? Bon. Ben, si pas d'autres questions, je pense qu'on peut en rester là. Bah, du coup, avant de partir, je vais en profiter. Vas-y. Merci beaucoup, Bastien, pour la formation. Hyper instructif. Et si vous voulez en savoir plus encore sur le serverless, ce soir, il y a les Serverless Days Paris organisés par Théodo qui auront lieu à 18h, où il y a deux personnes très fortes en serverless également qui vont parler. Yann Chui et Rita Koslov, qui sont des Américains. Voilà, c'est à 18h, il y a un lien YouTube live. Et si vous voulez en savoir plus de manière générale, vous pouvez suivre sur Twitter Serverless Days Paris. Ça donne de l'actu sur le serverless. Voilà, mon petit instant pub. Top. S'il n'y a pas de questions, j'en profite pour annoncer la formation de la semaine prochaine. Ce sera Romain Marquand qui va nous parler du DevSecOps, ou comment développer de façon sécurisée grâce à des outils automatiques et open source. Ce sera mercredi prochain à la même heure. Ok. Trop cool. Bon. Bah, merci beaucoup. Je vais partir maintenant. Bye bye. Merci Bastien. Ciao. Merci, Bien. Allez. Hugo. Morgan. Oui, merci Hugo. Allez. Ciao.